La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Évasion en région, notre émission en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons posé notre plateau au cœur des sources du lac d'Annecy. Nous sommes plus précisément au restaurant Le Cadre, restaurant que l'on remercie très chaleureusement. Nous sommes à Doussard et un très beau programme nous attend dans cette émission. On va parler parapente, gastronomie, sortie en plein air et festival culturel. Et on commence cette émission avec Philippe Burguet. Bonjour, je vous laisse enlever votre masque et prendre le micro. Vous êtes l'organisateur du festival des cabanes. C'est la 5e édition cette année d'un festival en plein air. Bon alors, sans trop de suspense, pour le festival des cabanes, il y a des cabanes, forcément. Oui, c'est en principe ce qu'on fait. On en fait 12 sur les sources du lac d'Annecy et on en fait aussi 4 à Saint-Galmier cette année puisqu'on aime bien exporter un peu nos cabanes sur la région Rhône-Alpes. Donc l'année dernière, on était avec Belette et puis là, on est à Saint-Galmier cette année avec 4 cabanes. Alors, toutes ces cabanes sont très différentes des unes des autres. Vous pouvez nous raconter un petit peu leur histoire ? Alors l'histoire du Festival des cabanes, c'est que moi je cherchais un événement qui fédère un peu le territoire, c'est-à-dire qui crée un peu une identité plutôt autour de ces paysages, puisque c'est ce qu'il y a d'assez remarquable ici. Et du coup, j'ai rencontré David Hammerman, qui est architecte, avec qui on a réfléchi à l'idée d'un festival qui, en fait, au départ, est un concours d'architecture, donc qui s'adresse aux architectes. Et donc ils s'inscrivent et puis ils viennent concourir et proposer leurs idées. Et sur le jury qui a lieu le mois d'avril, on sélectionne les 12, 16 ou 18 meilleures cabanes qu'ensuite on construit au mois de mai-juin. Et donc alors attention, pour la construction, c'est bien particulier là aussi. Il y a des règles à respecter. Oui, donc il y a un budget qui est limité à 1 500 €. Il y a une surface maximum de 6 mètres carrés par cabane. Alors qui n'est pas toujours respecté, parfois ils vont un petit peu plus loin, et puis un maximum de 3 mètres cubes de bois, et en fait c'est les seules limites qu'on met à cette architecture, puisqu'en fait on souhaite que ce soit au maximum créatif et que les architectes ne soient pas limités par des réglementations. Donc les cabanes ne sont pas des constructions liées à la construction, mais plutôt des œuvres d'art. On les considère comme des œuvres d'art. Pourtant, ces cabanes, elles sont accessibles à tous. On peut y pique-niquer dans certaines d'entre elles. Qu'est-ce qu'on fait avec ces cabanes après ? Alors, le public est libre de faire à peu près ce qu'il veut avec les cabanes. La plupart des gens, effectivement, viennent pique-niquer. Il y en a qui viennent dormir. Carrément. Voilà. Oui, il y a même des gens qui font des choses qu'on ne peut pas raconter à la télé. Mais oui, on retrouve parfois des restes. Voilà. Non, mais disons, voilà, l'usage est libre. L'idée, c'est de montrer de l'architecture, de montrer qu'avec peu de moyens, on peut faire de l'architecture contemporaine qui soit contextualisée, c'est-à-dire qui répondent plus au paysage, à l'histoire du territoire ou à des usages, à l'agriculture, à des choses qui se pratiquent sur le territoire, et pas forcément qui soient liées à une fonction précise. On ne dit pas la cabane doit servir à dormir ou la cabane doit servir. Voilà, il n'y a pas de question d'usage. On demande vraiment aux architectes de se poser la question, des questions d'architecte, c'est-à-dire de lumière, d'espace. Qu'est-ce qu'on voit quand on est à l'intérieur de la cabane ? Qu'est-ce qu'on voit quand on est à l'extérieur de la cabane ? Comment on chemine pour arriver jusqu'à la cabane ? Donc vraiment des questions d'architecture au départ. Alors vous avez commencé à en parler, des cabanes qui ont un lien avec l'histoire. Allez, la Charbonnière par exemple. Alors la Charbonnière, c'est une équipe de 3 architectes, dont Vincent Verguin, qui est un architecte de Rumilly. Alors leur idée à eux, c'est ils ont recherché, ils étaient dans la combe d'Ir à Chevaline. Et ils se sont rendus compte que sur l'endroit où ils devaient construire, à cet endroit-là, il y avait avant, il y avait des fabriques de charbon de bois. Et donc, ils sont partis de cette idée d'empiler du bois
Et donc, ils ont fini par en faire une sorte de pyramide avec une colonne au milieu qui monte très très haut. C'est une cabane qui est très impressionnante. Elle est faite uniquement avec des rondins, une structure intérieure qui est brûlée parce qu'on s'est rendu compte que le bois brûlé résistait beaucoup mieux aux intempéries. Du coup, il y a énormément d'architectes qui brûlent leurs cabanes. Donc, c'est pour ça que cette année, on a 4 ou 5 cabanes qui sont toutes noires, qui sont toutes brûlées. Voilà. Mais c'était pas un accident. C'est C'était pas voulu. un accident, c'est voulu et ça résiste beaucoup mieux aux intempéries et ça peut durer très très longtemps. C'est-à-dire qu'on a un bois ici qui n'est pas très performant, voilà, c'est du bois d'œuvre. Et c'est vrai qu'une fois qu'il est brûlé, il peut tenir extrêmement longtemps. Moi, j'ai une table chez moi qui est en bois brûlé depuis le premier festival et ça fait 5 ans qu'on mange dessus. Et Donc elle ça est toujours tient. dehors et ça tient très bien. Est-ce qu'il y a un parcours qui nous emmène de cabane en cabane ou au contraire, est-ce que voilà, c'est assez libre, on peut aller en voir une, deux, s'arrêter là? Alors, il n'y a pas de parcours. On l'a pas pensé comme un parcours. On a pensé la notion de territoire, c'est-à-dire on a voulu couvrir l'ensemble des sources du lac d'Annecy, mais il n'y a pas l'idée d'un cheminement. Il y a plutôt l'idée de faire découvrir aussi aux habitants d'ici des coins dans la montagne qu'ils ne connaîtraient pas encore, parce que même moi qui habite depuis bientôt 25 ans ici, je découvre tous les ans, je découvre des sites, des endroits où je ne suis jamais allé. Et du coup, il n'y a pas l'idée du parcours, il y a vraiment l'idée de découvrir une cabane avec son environnement. Alors, ça s'adresse aux touristes qui sont de passage, Oui. mais aussi aux locaux qui finissent par s'approprier ces cabanes-là. Alors aujourd'hui, effectivement, au bout de 5 ans, on a des gens qui au début se méfiaient beaucoup des architectes, ces dangereux intellectuels qui faisaient de l'architecture contemporaine. Et aujourd'hui, on a énormément d'architectes qui sont très copains avec des gens d'ici, qui vont dormir chez eux, qui vont manger chez eux. Et on a énormément d'histoires d'amitié qui se sont nouées entre les architectes et les habitants, puisque les architectes sont quand même plutôt des concepteurs au départ, c'est-à-dire des gens qui pensent, qui réfléchissent à comment ils vont faire les choses, mais qui ont parfois quelques difficultés à faire les choses, à les réaliser. Et là, les gens du territoire sont assez précieux puisqu'ils viennent les aider à construire, à couper les planches. Voilà. C'est un travail commun. C'est un travail finalement. collectif, voilà, tout à fait. Bon, pas d'inquiétude si là, en août, on n'est pas à côté du Festival des cabanes, puisqu'on peut les observer jusqu'à quelle date ces cabanes-là? Alors, au début, c'était jusqu'à mi-novembre, et puis les grands-mères du territoire m'ont sollicité pour que ça dure jusqu'après les vacances de Toussaint pour pouvoir profiter des cabanes avec leurs petits-enfants, puisqu'apparemment, les grands-mères du territoire reçoivent leurs petits-enfants plutôt vacances de Toussaint. Et du coup, on les retire fin novembre. Elles sont démontées par des habitants qui récupèrent le bois. Bon, en tout cas, on vous encourage à aller voir ce magnifique festival des cabanes plein de découvertes, aussi riches les unes que les autres dans leur inventivité. Merci. Merci beaucoup, je vous laisse rejoindre le plateau. Ma seconde Merci. invitée va rentrer sur ce plateau et on va prendre de la hauteur avec Johanna Di Grigoli. Je vous laisse prendre place, allez-y. Je vais vous laisser également enlever votre masque quand vous êtes installé, c'est parfait. Alors vous êtes pilote de parapente, sportive de haut niveau et ambassadrice de la station de la Sambuie. Le parapente, dans les sources du lac d'Annecy, c'est un peu l'activité incontournable quand même. Oui, c'est un peu l'activité qui est un peu symbole de la région, de sur du lac d'Annecy. Et j'ai venu ici en France faire un cours de français en 2002 et c'était l'endroit, c'était la référence mondiale du parapente et c'était un des seuls endroits en France que j'avais entendu parler pour faire de l'activité. Et en plus, c'est un endroit où la météo, on a des conditions qui permettent de faire cette activité tout au long de l'année, presque en hiver un petit peu aussi. Donc, voilà. C'est un microclimat ici ? Oui, le bassin il a un microclimat qu'on est protégé assez bien du vent du nord et des autres intensités du vent. Donc il y a d'autres régions on ne peut pas voler parce qu'il y a trop de vent. Ici on est un peu protégé. En plus on est un peu à l'écart des gros massifs. Donc quand c'est très orageux dans les massifs, on peut encore voler ici. Donc c'est un endroit très favorable à cause de ce microclimat. Alors, on rajoute que c'est un spot mondialement connu. Oui, c'est considéré un peu comme la Mecque du parapente et c'est très centrique. Il y a le festival de la Coupe Picard est pas loin, donc c'est une référence mondiale pour faire des compétitions, de stages de sécurité, des vols en biplace et pour le loisir, pour apprendre aussi. Donc c'est vraiment la Mecque du parapente, on dirait.
Alors pour la petite histoire, vous êtes originaire du Venezuela, Oui. mais aussi un petit peu italienne, on peut le dire. Oui. Pourquoi vous êtes tombée amoureuse de ce territoire-là? Comme j'ai dit précédemment, j'ai venu ici il y a très longtemps pour faire un stage, un cours de français, et j'ai tombé amoureuse de la région, pas seulement à cause du parapente, et sinon parce qu'il y a plein d'activités autour. Il y a pour marcher, il y a le lac, il y a le vélo, donc on a un cadre magnifique. Et bon, je me suis dit, si jamais je quitte mon pays, c'est ici que je vais venir m'installer. Et bon, plein d'années plus tard, voilà, je suis ici. Vous êtes de retour. Oui, je suis de retour. Alors moi j'ai envie de connaître un petit peu le sentiment que ça fait de voler, surtout que vous volez dans des altitudes qui sont quand même assez hautes. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes là, perché tout en l'air? Voler, c'est vraiment magique parce que ça permet d'être très proche du relief, de sentir la forêt, d'écouter les oiseaux et d'être proche. Ou on peut être très haut, en base des nuages, être dans les bases des nuages, sentir les différentes odeurs, d'avoir un point de vue unique parce qu'on n'est pas dans un avion derrière un vitre. On est vraiment, on peut expérimenter la sensation de voler avec tous toutes les sensations du corps, l'odeur, l'odorat, l'écoute, le visuel. Donc c'est vraiment une expérience unique, c'est très détendu, c'est vraiment un moment un peu de contemplation. Et en plus, on se sent vraiment petit, parce que normalement, on se sent un peu maître de la nature. Quand on est au sol. Quand on est au sol, parce qu'on peut faire un bâtiment, on peut faire des changements. Mais là-haut, on se sent vraiment qu'on est minuscule et on comprend aussi qu'il faut aller avec la nature. On peut pas lutter contre. Il faut aller avec le vent. On peut pas, s'il pleut, on ne peut pas voler. Oui. C'est elle qui dicte tout. Oui, exactement. C'est elle qui dit où il faut voler, comment il faut voler, s'il faut voler ou pas déjà. Et donc c'est une connexion avec la nature très unique. Alors en plus de tout ça, vous êtes donc ambassadrice de la station de la Sambuie. Qu'est-ce que ça veut dire être ambassadrice de la station de la Sambuie? Mon travail, si on peut dire comme ça, parce que je ne considère pas que ça soit un travail, c'est un plaisir, c'est de montrer aux personnes qu'est-ce qu'il y a dans la station, que c'est un point de départ pour des vols de distance très sympa, qu'on peut faire des parcours magnifiques dans la région pour apprendre, pour faire un baptême en parapente. Pour les débutants, c'est un vol de balistique, comme on appelle, c'est juste un plané tranquille et c'est génial parce qu'on a la vue du Mont Blanc, on voit le lac, on voit tous les Aravis, les Bauges, et donc c'est un endroit magnifique. Donc mon travail, c'est un peu la liaison entre les pilotes et la station, et en plus dans les réseaux sociaux, les gens ils peuvent se mettre en contact avec moi, ils me demandent comment sont les vols qu'on peut faire de distance, par exemple, que c'est un peu mon spécialité. Et donc, c'est ça un peu mon travail. Vous avez un travail passion quand même. Oui, je me plains pas. Alors, moi, je ne suis pas douée comme vous, mais j'ai essayé de tester le parapente. Enfin, j'ai plutôt testé le parapente avec un magnifique baptême de l'air grâce à la compagnie Delta Évasion. Alors, pour le coup, moi, j'ai été accompagnée puisque je ne peux pas voler seule. Je n'ai pas la capacité ni la compétence de voler seule, mais ça ne gâche rien du plaisir. Alors, je vous propose de regarder tout de suite ce j'ai testé pour vous, le parapente au-dessus du lac d'Annecy. On se retrouve sur le site d'atterrissage de Doussard, site d'atterrissage de parapente, parce qu'aujourd'hui je teste pour vous cette activité et je suis en compagnie de Bruno. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme des sources du lac d'Annecy. Le parapente, c'est une façon très différente de découvrir ce territoire. C'est une façon incontournable, je dirais même, de découvrir, de prendre de la hauteur, de voir en fait cette richesse que nous avons avec le lac d'Annecy bien sûr, et puis tous ces bassins versants qui constituent en fait les sources du lac, qui alimentent en eau de surface le lac. Vous allez voir, c'est magique. Vous allez être suspendu le temps d'une vingtaine de minutes au-dessus de ces petits villages de caractère. C'est magique. Effectivement, ça va être un moment magique. En tout cas, vous m'avez déjà fait rêver. Nous, on se retrouve tout de suite là-haut. Il va falloir s'équiper. Nous y voilà. Voilà le bureau. On vient d'arriver sur le site de décollage donc, du col de la Forque. Là, on va partir à peu près pour 20 minutes de vol. Interdit de sauter, je t'en ai pas parlé donc on le fait pas, sinon c'est mon nez qui va ramasser, non, moyen, d'accord. Interdit de s'arrêter sauf si je te le demande, interdit de s'asseoir avant que je t'ai souhaité la bienvenue en l'air. Alors je récapitule, Ouais. je cours. Exactement. Et tu me dis bienvenue en l'air et c'est bon. Et on est ok. Ça Nickel. roule. Allez, c'est parti. Et là on accélère, allez, il y a la
Dès le décollage, les premières sensations sont là, une impression totale de liberté dans un paysage grandiose. Comme je réagis plutôt bien, mon pilote décide de passer à la vitesse supérieure avec des acrobaties. La première, l'hélicoptère. Un petit coucou aux autres parapentistes et c'est parti pour les wing-overs, des virages accentués qui nous permettent de passer au-dessus de la voile et se retrouver la tête en bas. Descente en douceur et atterrissage en toute finesse. Le vol est terminé, il faut compter à peu près 100 € pour un format comme celui que je viens de faire. Aujourd'hui, ils seront à peu près 2000 chanceux à tester cette activité comme moi. Et voilà pour les sensations fortes. Alors il est temps pour nous de quitter les airs et de remettre les pieds sur terre, ou plutôt dans le potager. Avec Cyril Cavagno, je vous laisse rentrer sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez enlever votre masque. Vous êtes donc le co-gérant des jardins du Taillefer. C'est ça. Vous avez créé un espace bien particulier puisque chez vous, on peut manger au restaurant, dormir sur place avec des tipis ou encore autre habitation, ou venir aussi directement chercher à la ferme fruits et légumes. C'est un concept bien complet que vous avez monté là. Bien complet, ouais, qui a pris quand même longtemps à se mettre en place. Donc on est allé par le maraîchage et après on a gravité autour de ça en rajoutant des activités saisonnières par la suite. Alors justement, l'exploitation maraîchère, on va commencer par ça. Elle a été créée en 2009. Aujourd'hui, elle s'étend sur 25 000 m², un peu plus de 2 hectares. C'est un pari réussi. Oui, c'est réussi. C'est vrai qu'on a voulu à la fois avoir un cœur de métier vis-à-vis du maraîchage et graviter avec d'autres activités. Donc c'est vrai qu'on a pris notre temps vis-à-vis du maraîchage, parce que c'est vrai que c'est tellement complexe. Donc aujourd'hui qu'on le maîtrise bien, voilà, on a réfléchi à d'autres idées qu'on a mis en place petit à petit, donc notamment le camping à la ferme. Et on va y revenir encore voilà. Un petit peu plus tard. On se concentre d'abord sur la partie maraîchage parce que ça nous intéresse bien évidemment. Qu'est-ce qui pousse en ce moment dans votre jardin ? Alors ce que je disais, on est en plein dans la période des tomates, mais après voilà, c'est tous les légumes d'été, les légumes de saison, les légumes du soleil, voilà. Parce que bien évidemment, il faut respecter les saisons. Voilà. Donc nous, on fait pas pousser de tomates en hiver. Donc là, en ce moment, c'est la bonne période pour les tomates de plein soleil. Alors quand vous dites les tomates, rassurez-moi, vous n'avez pas qu'une seule variété de tomates. C'est ça aussi l'enjeu chez vous, d'essayer de varier ? L'enjeu sur quelques légumes qu'on fasse pousser, en fait, c'est de toujours avoir plusieurs variétés pour que, voilà, au cas où il y en a une qui a un problème, qu'on puisse s'en sortir. Voilà. Parce que chaque année, il y a des petites erreurs, il y a des légumes qui vont mieux que d'autres, des variétés qui vont mieux que d'autres. Donc c'est vrai qu'il faut toujours être diversifié, que l'on fasse. Vous sentez un engouement aujourd'hui chez les personnes qui ont envie de venir chercher leurs produits directement là où ils sont cultivés ? On en a beaucoup parlé pendant le confinement, par exemple, quand les grandes surfaces étaient boudées. Oui, c'est vrai que donc on l'a vraiment pris de plein fouet, si je veux dire, pendant le confinement, où nous on a eu des ventes qui ont été quasiment triplées en nombre de clients. Donc c'est vrai qu'on a dû un peu réadapter aussi par rapport à ça. Mais donc aujourd'hui, je dirais que les gens sont revenus un peu dans leur rythme travail, maison, un peu habituel. Donc c'est vrai qu'on a quand même perdu en nombre de clientèle, mais voilà, ça peut que être positif, ça c'est clair. Alors, tout ce qu'on trouve dans votre jardin, on le retrouve aussi dans votre assiette avec un restaurant que vous avez là aussi monté. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, du coup, en fait, c'est ce que je disais. Donc l'idée, c'était d'avoir un restaurant à la ferme. Donc on est végétarien parce que voilà, ça répondait à un cahier des charges des restaurants à la ferme où il fallait qu'on ait plus de 50% de produits qui viennent de notre ferme dans l'assiette. Donc voilà, on s'est orienté sur le côté végétarien et aujourd'hui, on part en fait du principe de créer des plats en fonction des légumes et pas en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc on part des légumes de la base et ensuite on crée des plats. On part du potager pour aller à l'assiette. Exactement, et non l'inverse. Alors par exemple, en ce moment, j'ai envie que vous me donniez envie de venir manger chez vous. Allez, le plat que vous aimez plus particulièrement à la carte en ce moment ? Je dirais que du coup les lasagnes, les crumbles de légumes aussi, c'est vraiment des choses qu'on retrouve pas ailleurs, le crumble. Donc c'est une préparation de légumes
travaillée et cuite au four. Et ensuite, on vient ajouter un crumble par-dessus avec des fromages locaux. Et ça, c'est unique, on le trouve pas trop ailleurs, donc venez le tester. Donc végétarien, mais attention, il y en a pour tous les goûts. Des fois, ça fait un petit peu peur de dire qu'un restaurant végétarien. C'était le positionnement qu'on avait un peu du mal à porter au début, mais du coup, en fait, l'image de végétarien est encore un peu négative aujourd'hui. Et je vous demanderai de venir voir pour constater qu'il y a quand même des choses dans l'assiette. Mais avec grand plaisir. On fait ça juste après l'émission, du coup. Je viens manger un bout, Ok. un bout chez vous. Il y a bien sûr la partie restauration, on vient d'en parler. Et puis, il y a une partie camping, hébergement. Là aussi, c'est assez insolite, les logements que vous proposez. Alors, Voilà, les tipis, on connaît un petit peu plus maintenant, mais il y a Voilà. des pods, par exemple. Voilà, des pods, des canadiennes, des tipis. Donc c'est vrai que c'est des... Qu'est-ce nous, que on a- c'est un pod d'abord? Alors un pod, ça vient un peu du côté anglophone, mais c'est une petite cabane arrondie qui est un peu cosy. En Voilà. bois? En bois, voilà. C'est assez petit, mais voilà, c'est pour 2 personnes, donc c'est bien un peu cocooning, comme ils disent. Le but, c'est d'être toujours dans une sorte d'harmonie avec la nature, travailler avec les saisons, etc. Voilà, bah nous, c'est notre créneau. Nous, on fait vraiment tout pour essayer de respecter au maximum un peu notre environnement. Et puis voilà, c'est ancré en nous et on fera pas ça pour faire voilà, autre chose. Bah alors, si je veux venir dormir chez vous, est-ce que vous avez encore un peu de place? Alors là, c'est un peu compliqué pour cette saison. C'était un peu une saison particulière, donc c'est assez bouquet. Parce que vous êtes complet. Voilà, là, jusqu'à fin août, début septembre, on est complet. Mais ouais, ça, il faut s'y prendre à l'avance. Ouais. Faudra s'y prendre à l'avance la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup. On vous souhaite en tout cas une très très belle continuation. Merci. Alors, prochaine invitée qui est notre dernière invitée pour cette émission. Elle passe vite. Il s'appelle Frédéric Isselin. Bonjour, je vous laisse rentrer sur le plateau. Vous êtes le fondateur de Nature en Vie et ensemble, on va parler d'une activité quelque peu insolite puisque vous avez créé un escape game mais en pleine nature. Oui, voilà. Ce qui fait la particularité, c'est que là, on ne doit pas sortir d'une pièce, mais on doit résoudre une énigme en pleine nature. Donc j'en ai même 2. Il y en a un spécial pour les 8-13 ans et un à partir de 14 ans pour les adultes. Alors racontez-moi un petit peu l'histoire. On commence par les 8-13 ans. Ils doivent chercher quoi? Les 8-13 ans, c'est des apprentis druides. Donc, alors, je ne vais pas tout raconter quand même, mais Ah non, on Je garde un peu de surprise. je me présente un peu comme un druide, un des derniers druides qui existent dans nos forêts. J'ai un gros problème, il y a un mauvais sort qui a été jeté sur mon village, de la magie noire, et ils doivent m'aider à retrouver des éléments pour confectionner une potion pour libérer ce village. Ces éléments, ils les trouvent dans la nature. Voilà, ils ont une piste à suivre, et donc ils ont donc toutes les activités sont liées à la nature, bien sûr. Il y a des activités sur les champignons, sur les oiseaux, sur les feuilles d'arbres. Il y a des codes à découvrir, il y a des cadenas à ouvrir, il y a des rébus, des charades. Ils se prennent vraiment dans le jeu, quoi. Et puis à la fin, ils doivent me ramener les bons éléments et on le vérifie parce qu'il y a des petits codes sur les cartes qui permettent de vérifier s'ils ont les bons éléments. Vous les enfermez dans la forêt s'ils ne trouvent pas. Ah, non, pas- Vous les remettez quand même aux parents. oui. Mais justement, les parents, eux aussi, ils peuvent s'amuser puisqu'ils ont également un escape game sur mesure. Oui, alors là, on change de niveau. L'escape game adulte, c'est une histoire de chercheur d'or. Robert Straudel, dans les années 1820-1850, était un passionné de nature, un grand naturaliste qui parcourait la terre entière dans les forêts pour travailler sur les plantes et tout. Et puis il s'est arrêté chez nous, aux sources du lac, parce qu'il a trouvé un milieu intéressant, assez intéressant, et il a découvert les rivières aussi qu'il y avait chez nous. Donc en faisant ses études aussi naturalistes, dans ces rivières, le Fier, le Chéran, il a découvert des pépites d'or. Et pendant 30-40 ans, il a amassé de l'or. Et puis à sa mort, il n'avait pas de descendance. Donc il a enterré quelque part Un trésor. ce gros trésor, mais il s'est juré que ça soit des passionnés de nature et des aventuriers que seuls ceux-là pourraient le découvrir. Il y en a eu beaucoup depuis qui ont essayé, mais Personne n'a encore trouvé. voilà. Et donc je compte à chaque fois sur mes aventuriers du moment pour m'aider à y arriver. Et c'est pas facile, ça dure 2 heures, 2 heures et demie. Et jusqu'à 5 km quand même pour les adultes. Oui, l'aller-retour, oui, c'est ça fait une grosse piste. En pleine nature, Dans en le pleine Val de forêt. Tamier, forêt, alpage, c'est un endroit magnifique à 900 mètres.
et ils s'amusent beaucoup, quoi. Comme Ils les s'a- enfants. Ah oui, oh oui, oui, oui. Ah oui, oui. Et pour l'instant, c'est tous les vendredis, voilà, jusqu'à encore ce vendredi, hein, de 16h à 18h30. Alors, il y a bien évidemment quand même une visée pédagogique Ah oui. dans ces projets-là, puisqu'il y a ah du oui. jeu, Oui, oui. et ça compte énormément, mais il y a une visée pédagogique. C'est exactement ça. Mon activité, elle est construite vraiment sur le jeu. Le public, il joue et en jouant, il apprend. Voilà, il apprend en jouant, que ce soit des enfants ou des adultes, hein, des tout petits ou des personnes âgées même, hein, je vais jusqu'aux personnes de 3e âge, 4e âge. Eh ben, ils apprennent en jouant. Et bien sûr, moi, le but, c'est de leur faire découvrir la nature pour qu'ils la connaissent ou qu'ils la redécouvrent pour ceux qui l'ont oubliée, pour qu'ils apprennent à l'aimer, et la puis respecter et aussi. voilà, à la respecter, voilà, tout à fait. Vous proposez de nombreuses animations, et parmi ces Oui. animations, il y en a qui peuvent être personnalisées. Alors, par exemple, ça ressemble à quoi une animation personnalisée? Oh ben, j'ai des demandes parfois pour faire une balade sur les fleurs de montagne. Voilà. Donc là, on fait une balade et je fais découvrir exclusivement les fleurs de montagne, leur nom, puis leurs propriétés médicinales ou culinaires. Parce que en plus, là, je reviens juste d'une formation sur les plantes médicinales. Donc j'en sais encore plus. Alors, par Ah. exemple, une fleur qu'on peut trouver dans nos belles montagnes, dans les sources du lac d'Annecy, et qui a des propriétés médicinales. Oh ben, alors, une fleur ou un arbre, par exemple un arbuste. On sait que les fleurs, par exemple, on peut prendre l'aubépine. L'aubépine, ces fleurs, voilà. On sait depuis longtemps qu'elles sont intéressantes pour tout ce qui est problèmes nerveux ou problèmes cardiaques. Voilà, tout simplement. Mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, mais il faut venir à mes sorties hein, pour... On a compris qu'effectivement, à travers vos sorties, c'est véritablement toute la biodiversité de ce territoire que vous Oui. faites découvrir ou redécouvrir. Oui, voilà. Ça vous tient à cœur? Ah bah oui. Ça fait 11 ans que j'ai créé Nature en Vie. C'est une structure qui marche vraiment beaucoup et on voit que de plus en plus de personnes s'intéressent ou se réintéressent à leur environnement proche, à la nature, à la connaissance de ce qu'il y a dedans. Voilà, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut manger, ce qui est dangereux, ce qui est bon. Alors très rapidement, pour terminer, si j'ai envie de vous contacter pour venir faire une animation avec vous, je fais comment? Oui, vous me contactez ou sur mon portable ou par mon site Sur internet. Nature en Vie. Voilà, sur Nature en Vie. Et je programme tout à fait des sorties pour des groupes. D'ailleurs, pour vous tous, là, le TV8 Mont-Blanc, un escape game adulte, Allez, ça pourrait être très bien pour vous. vendu. Il n'y aurait pas de problème. Et toute l'année, je fais des sorties. Et surtout sur l'automne, sur les sources du lac, c'est un super territoire parce qu'il y a toute la nature d'automne qui est intéressante, tous les fruits d'automne. Et il y a plein de choses à faire avec moi dans la nature. Eh ben, hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup. En tout cas, très belle continuation. À bientôt, peut-être pendant l'escape game. J'espère bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Clémence. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve dès demain, mardi, pour un nouveau numéro d'Évasion en région. Direction Moutier. À très vite sur 8 Mont-Blanc. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.